Et si on regardait l'affaire Epstein sous un tout autre angle, pas juste comme une affaire criminelle, mais comme une véritable pandémie? C'est l'idée qu'on va explorer. On va décortiquer ce scandale en le voyant comme un virus qui a contaminé les plus hautes sphères du pouvoir. Voilà, la question est posée, et elle est vraiment au centre de toute notre analyse. On va s'appuyer sur un rapport assez incroyable qui utilise la satire, l'ironie, pour mettre en lumière une vérité assez glaçante. L'idée, c'est de voir comment ce modèle, le modèle d'une pandémie, peut nous éclairer sur la façon dont ce scandale s'est propagé au sommet, tout en haut de la pyramide. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette analogie qui est fascinante. D'un côté, on a le vrai virus, celui d'Epstein-Barr, qui peut rendre nos cellules quasi immortelles. Et de l'autre, ce qu'on va appeler le virus politique Epstein. La cible, ce ne sont pas nos cellules, non, ce sont les institutions d'élite. Le mécanisme, pas l'immortalité biologique, mais une sorte d'immortalité sociale, d'impunité. Et la transmission, eh bien, elle ne se fait pas par la salive, mais par des choses bien plus puissantes. L'argent et l'influence. Alors, la question c'est, comment ce virus a-t-il pu être aussi efficace, aussi virulent? Pour le comprendre, il faut faire comme en biologie, on va disséquer son anatomie. On va voir comment il était bâti, comment il était structuré, pour s'attaquer même aux systèmes qu'on pensait les mieux protégés. Bon, un virus, pour entrer dans une cellule, il a besoin d'une clé, n'est-ce pas? Eh bien, la clé du virus Epstein, c'était la philanthropie, le mécénat. En jouant le rôle du grand donateur, du généreux philanthrope, il a trouvé le moyen de s'accrocher aux récepteurs des institutions les plus prestigieuses qui soient. On parle de Harvard, du MIT. C'était la façade parfaite, ultra respectable, pour cacher ce qui se tramait vraiment derrière. Ok, une fois que le virus est dedans, il doit se protéger. Sa coque de protection, ce qu'on appelle la capside en virologie, c'était quoi? C'était son réseau, son incroyable réseau. Un carnet d'adresses de folie rempli de politiques, de financiers, de stars, tout ça formait une véritable armure. Et cette armure rendait le noyau toxique du virus quasiment intouchable, hors de portée du système immunitaire de la justice. Et au cœur de tout ça, à l'intérieur de cette coque, on trouve l'ADN du virus, son code génétique. Et c'est le fameux compromat. C'est-à-dire des vidéos, des registres, des photos, tout ce matériel ultra toxique qui servait à faire chanter les hôtes infectés. Ça garantissait leur silence et ça permettait au virus de continuer à se répliquer encore et encore. Mais alors, comment est-ce qu'il se propageait concrètement? Bon, maintenant qu'on a vu l'anatomie du virus, on va faire un peu d'épidémiologie. On va suivre sa propagation. Et on va vite comprendre que sa transmission n'avait absolument rien d'aléatoire, non. Elle passait par des vecteurs très précis. Et disons-le, particulièrement luxueux. Et le vecteur numéro 1, le super propagateur de cette pandémie sociale, c'était cet avion, un Boeing 727 privé qui a gagné le surnom tristement célèbre de Lolita Express. Il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un moyen de transport, c'était bien plus que ça. C'était une véritable chambre d'incubation volante, un huis clos total pressurisé où la contagion se faisait à 10 000 mètres d'altitude, loin de tout. Le processus d'infection, lui, était d'une efficacité redoutable. C'est simple. Étape 1, l'exposition. Il suffisait de monter à bord. Étape 2, l'incubation. Ça se passait pendant le vol, dans cet environnement complètement fermé, à l'abri des regards. Et enfin, étape 3, la transmission. À l'atterrissage, chaque passager pouvait potentiellement devenir un nouveau porteur du virus et repartir le propager dans ses propres cercles de pouvoir. Et quand on fait du traçage de contact, en épluchant les journaux de bord de l'avion, le résultat est sans appel. La liste des passagers est vertigineuse. Et ce qui est frappant, c'est que ça touche absolument tous les bords de l'échiquier politique. Cet avion a vraiment servi de pont, un pont viral, entre les élites américaines et européennes. C'est ce qui a permis une contagion à l'échelle mondiale. Donc si l'avion, c'était le vecteur, fallait bien un réservoir au virus. Et ce réservoir, c'était son île privée, Little St. James. Là, c'était carrément le laboratoire du virus. Un labo à ciel ouvert, complètement coupé du système immunitaire de la société. Pensez-y. Pas de témoins, pas de police, pas de journalistes. C'était l'endroit rêvé pour que le virus puisse se multiplier et même muter en toute tranquillité. Et comme toute bonne infection virale, celle-ci a des symptômes bien spécifiques. Et dans le cas du virus Epstein, les symptômes cliniques qu'on observe chez les personnes infectées sont, assez uniques, vraiment étranges. Le premier symptôme, c'est une sorte de distorsion profonde de la perception morale. Le rapport qui inspire notre analyse lui a donné un nom, avec une ironie assez mordante, le syndrome d'Alice au pays des merveilles. Un monde à l'envers, où plus rien n'a vraiment de sens.
Et ce syndrome, il se manifeste de 3 manières assez fascinantes. D'abord, il y a ce que le rapport appelle la micropsie des victimes. C'est comme si elles étaient perçues comme plus petites, plus lointaines, ce qui rend leur très jeune âge psychologiquement acceptable pour l'agresseur. Ensuite, à l'opposé, la macropsie de l'ego. L'ego de l'infecté est tellement démesuré qu'il se sent littéralement au-dessus des lois. Et enfin, la tachysensie. Le temps lui-même est perçu différemment, comme si tous ces actes criminels se passaient dans une sorte de parenthèse, hors de la réalité, sans aucune conséquence. Ensuite, on a le symptôme peut-être le plus répandu, celui qu'on voit tout le temps lors des interrogatoires. C'est une forme d'amnésie foudroyante et très très sélective, une sorte d'Alzheimer de convenance si on veut. Je ne me souviens pas. Voilà. Cette petite phrase, c'est le marqueur clinique numéro 1 de l'infection. Répétez en boucle, encore et encore. C'est un symptôme qui laisse penser que le virus s'attaque à une zone très ciblée du cerveau, celle de la mémoire, et probablement aussi celle de la culpabilité. Et pour donner une idée de l'ampleur de cette paralysie de la vérité, un chiffre suffit. Jeffrey Epstein, lui-même, a utilisé son droit à ne pas s'auto-incriminer plus de 500 fois. 500 fois, au cours d'une seule et même déposition. C'est ce qu'on appelle une amnésie totale, et parfaitement stratégique. Et puis, il y a des cas cliniques encore plus spécifiques, presque surréalistes. Prenons le cas du Prince Andrew. Face à une victime qui se souvenait de sa transpiration abondante, sa défense a été de dire qu'il souffrait d'une maladie rarissime qui l'empêchait de transpirer. On a là un symptôme quasiment psychosomatique, un mécanisme de défense immunitaire incroyable pour bloquer la vérité. Alors, face à une pandémie morale de cette ampleur, comment est-ce qu'on se protège ? Le rapport, toujours avec son ton satirique, propose une série de gestes barrières éthiques. C'est de l'humour bien sûr, mais c'est un humour terriblement pertinent. Ces recommandations, c'est une parodie géniale des gestes barrières qu'on connaît tous. Numéro 1, le lavage de mains financier, autrement dit refuser tout argent qui vient de sources un peu troubles. Numéro 2, la distanciation sociale, se tenir à bonne distance, genre 6000 km, de tout jet privé avec un lit de massage. C'est précis. Numéro 3, porter un masque de vérité, ne jamais dire « je ne savais pas » quand on savait très bien. Et enfin, numéro 4, aérer les pièces fermées, ouvrir en grand les fenêtres des conseils d'administration pour faire entrer la lumière et les journalistes. Et pour finir, voici une sorte d'analyse de la charge virale, basée sur le nombre de fois où les noms apparaissent dans les documents rendus publics. C'est un bulletin de santé, si on veut. On y voit que Ghislaine Maxwell est en quarantaine stricte, elle est incarcérée. Le prince Andrew, lui, est en confinement royal. Bill Clinton est considéré comme ambulatoire, c'est-à-dire affaibli mais toujours en circulation. Et puis on a le cas de Jack Lang, qualifié de fiévreux, notamment à cause de ses dénégations répétées. Finalement, le diagnostic est assez clair. Et il est sans appel. L'affaire Epstein, ce n'est pas juste une crise passagère. C'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde. Une maladie chronique de notre système. Ce virus a surtout mis en lumière une chose. À quel point les défenses immunitaires de nos démocraties, la justice, la presse, l'éthique, sont affaiblies, voire compromises, quand elles font face à une richesse et une influence sans aucune limite. Et on termine avec cette question, tirée directement du rapport. Une question qui fait réfléchir et qui nous rappelle que, face à ce genre de virus, il n'y a pas de vaccin miracle. La vraie protection, c'est une vigilance de tous les instants. Une sorte d'hygiène démocratique à pratiquer au quotidien.